Que vous soyez passionné par les chiens ou que vous envisagiez sérieusement une carrière dans le domaine, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous parlerons des tenants et aboutissants du métier d'éducateur canin. Grâce à Simone Raffa et Gaëlle Cocognier, vous en apprendrez un peu plus sur les différents programmes offerts par Évolution Canine, ainsi que sur la réalité du métier d'éducateur canin. Abonnez-vous et n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse courriel info@commercialdemaindemaître.ca pour plus d'informations. Donc, comment devenir éducateur canin? C'est vraiment une grosse question, puis ça peut aussi être une question complexe ou une démarche qui peut s'avérer complexe dans un contexte où c'est pas réglementé et qu'il y a différentes façons de le devenir. Aussi, bien, il y a différents niveaux de formation qui sont offerts sur le marché. Donc, à ce moment-là, bien, ça peut devenir encore plus complexe de décider, bien, est-ce que je fais le saut pour une grosse formation ou bien bien, je prends juste des petites formations ici et là. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir, bien, premièrement, c'est quoi le métier d'éducateur canin versus entraîneur? Donc, en Europe, souvent, quand on mentionne le métier d'éducateur canin, on fait référence simplement au volet éducatif, tandis qu'au Québec, quand on fait référence au volet éducateur canin, ben, la majorité du temps, on va faire référence à quelqu'un qui a plus de connaissances et qui est en mesure de venir faire aussi de la modification comportementale. À l'inverse, ben, c'est souvent un terme qui va être utilisé en Europe pour, ben, en fait, on va plus définir par ces actions-là le fait d'être un comportementaliste canin. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de termes qui sont entremélangés. Donc, aujourd'hui, les termes qu'on va utiliser, c'est les termes entraîneur pour vraiment le volet éducation sans résolution de problématiques de comportement. Et on va utiliser le terme intervenant ou intervenante en comportement canin pour le volet, oui, entraînement éducatif, mais en plus le volet résolution de problèmes de comportement et mener des consultations à bien dans le but de venir résoudre une ou la plupart du temps plusieurs problématiques en même temps avec un seul ou plusieurs chiens. On va voir par la suite, mais c'est quoi les différents challenges du métier parce que bien que ce soit un métier qui est passionnant, c'est pas un métier dans lequel il y a aucun point faible. Donc, ça demande aussi des caractéristiques particulières pour pouvoir, pour pouvoir autant en profiter qu'en faire profiter nos clients. Juste un petit moment. On va voir aussi c'est quoi les compétences qu'on doit avoir ou qu'on peut développer parce qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour être éducateur canin. Donc, mais par contre, on doit vraiment penser au fait qu'il y a certaines compétences qu'on va devoir développer. Par exemple, bien, si on est une personne qui manque un peu de patience ou un peu de tact, bien, probablement qu'en étant en contact avec des gens, avec des humains, bien, c'est une qualité que vous allez devoir développer parce qu'elle va être nécessaire pour être en mesure de faire passer certains messages et de ne pas créer un froid avec vos clients, par exemple. On va voir par la suite, bien, quels sont les critères pour choisir la bonne formation. Et on va voir finalement, bien, c'est quoi les premières actions qu'on peut mettre en place. Donc, oui, il y a la question du choix de formation, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre en place si on souhaite devenir éducateur canin. Donc, comme ça, au moins, ça va vous enlever cette charge mentale-là de savoir quoi faire exactement. Donc, il y avait quelques questions dans le chat box. Donc, oui, ça va être enregistré par la suite. Puis, oui, ça va être possible d'avoir le PowerPoint sans problème. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc, je m'appelle Simone Raffa, puis ben, je suis entraîneur et intervenante en comportement canin depuis 2012. J'ai fondé Évolution Canine, qui était anciennement Demain de Maître. Puis au fil des années, bien, je me suis spécialisée au niveau des cas d'agression et de réactivité, étant donné que c'est vraiment les cas qui sont les plus nombreux pour lesquels les gens font appel à nous. Donc, de façon générale, quand les gens font appel à un éducateur canin ou à un intervenant en comportement canin, bien, c'est un peu parce qu'ils sont à bout de certaines problématiques.
Puis sinon, ben, j'ai une passion pour les chiens de travail, l'obéissance compétitive, les sports de mordant, les sports canins en général, puis évidemment, ben, tout ce qui a rapport au comportement animal. Ceux qui me connaissent savent que j'arrête jamais de suivre des formations, de lire des livres, de lire des études scientifiques. Puis sinon, ben, j'ai un intérêt qui est marqué pour le développement d'un esprit critique, logique et scientifique dans le domaine canin, parce que selon moi, c'est vraiment une méthodologie, une approche qui est rigoureuse, qui est scientifique, qui nous permet de voir ben, qu'est-ce qui est le vrai du faux et comment avoir de la nuance dans notre pratique. Donc, je vais laisser la parole à Gaëlle pour se décrire parce que c'est moi qui l'a décrit. Peut-être qu'elle ne sera pas contente. D'ailleurs, moi et Gaëlle, on adore, en fait, moi particulièrement, j'adore insulter Gaëlle. C'est notre relation au travail, donc de s'enquiquiner. Donc, si je la décris moi-même, peut-être que ça pourrait être dangereux pour sa réputation. Je crois aussi. Pardon. Donc, je m'appelle Gaëlle Coconnier. Je suis éducatrice canine et intervenante en comportement canin ou entraîneur et tout le reste. Vous allez voir que c'est pas évident de se démêler dans tout ça. Depuis 2016, j'ai commencé avec De main de maître, justement. Je suis formée au départ en éthologie. J'ai fait l'éthologie appliquée, éthologie canine. Puis, j'ai fait ensuite une formation avec un vétérinaire comportementaliste belge. Et puis ensuite, ben, je suis tombée pas mal entre les griffes de Simone qui m'a fait tomber dans la potion de l'analyse appliquée du comportement. Depuis, j'y suis coincée. Je suis spécialisée en anxiété de séparation. J'ai fait une spécialisation avec Malena Demartini. Et puis aussi dans les chiots, l'éducation de base, c'est-à-dire tout ce qui est éducation de fondation, les comportements de base à apprendre. Je suis pas mal passionnée par tout ce qui est le développement du chien. Donc, autant la partie chiot, la partie ado, j'aime aussi la partie senior, mais bon. Bref, tout ce qui concerne le développement des chiens, l'élevage, j'ai un petit élevage d'épagnols français. Évidemment, tout ce qui est l'application de la science en contexte d'entraînement. Et puis, je fais partie des professeurs, fondateurs et professeurs avec Simone de EPIC, la formation EPIC, dans laquelle je donne justement des modules sur le développement, sur l'élevage, sur les comportements de base, etc. À toi, ma chère Simone. Donc, très belle description. Définitivement que j'aurais pas pu faire mieux. Ça, c'est sûr. Donc, premièrement, on va voir ben, c'est quoi la différence entre être un intervenant ou une intervenante en comportement canin versus le fait d'être entraîneur. Donc, ça va être le premier volet de la formation d'aujourd'hui. Donc, quand on est entraîneur, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de l'éducation de base et avancée. Donc, on peut forcément penser à tout ce qui a rapport à un assis, un couche, reste, rappel, les comportements de base que la plupart des chiens doivent apprendre pour pouvoir fonctionner en société. Mais on peut aussi penser à tout ce qui a rapport aux promenades éducatives, au travail en pension canine, aux cours de groupe, aussi appelés cours collectifs en Europe, et aussi aux ateliers et séminaires sur des sujets précis. Par exemple, si on veut offrir une formation de 2 heures ou de 3 heures sur comment apprendre le rappel à son chien. Bref, on va se concentrer vraiment sur le volet éducatif. Donc, c'est un peu comme si on était un enseignant, mais pour les chiens. Évidemment, on va avoir un gros travail à faire aussi avec les humains, mais par contre, le travail va être moins complexe qu'un intervenant en comportement canin qui porte peut-être plus le rôle d'un travailleur social et d'un enseignant en même temps. OK, je dirais. Donc, je ne sais pas, Gaëlle, s'il y a un terme différent pour travailleur social en Europe ou c'est la même chose? Je pense qu'on dirait assistante sociale. Je ne sais pas exactement si c'est la même chose, mais je pense que c'est compris par les Européens. Parfait. Donc, quand on est intervenant en comportement canin ou qu'est-ce qu'on pourrait appeler comportementaliste canin en Europe, ben, à ce moment-là, on doit avoir une vision qui est beaucoup plus complète de la situation, mais aussi des notions vraiment plus complexes sur, un, l'éducation canine, deux, la science du comportement et trois, sur tout, toute la manière d'aborder la relation humain et chien, mais aussi notre propre relation en tant qu'intervenant
avec le client. Donc, c'est vraiment un métier qui est plus complexe. D'ailleurs, ben, c'est pour ça que nos 2 formations qu'on offre, nos 2 programmes certifiants, ont une durée qui n'est pas du tout la même. Par exemple, ben, le volet entraîneur, c'est sur 10 semaines, mais le volet intervenant en comportement canin, qui comprend le volet entraîneur, ben, à ce moment-là, celui-là, il est sur 18 mois. OK? Donc, on peut voir très rapidement que ça demande beaucoup plus de matière à apprendre et à être en mesure d'appliquer avec les clients. Donc, on va avoir aussi un rôle d'accompagnement pour résoudre des problèmes de comportement. Donc, on a vraiment aussi un rôle dans le fait de coacher les gens, d'être en mesure de les supporter, d'être en mesure de les écouter. On doit avoir une approche client beaucoup plus élaborée. Puis, on doit aussi développer des compétences d'analyse dignes d'un détective. Parce que quand on est confronté à un client dont le chien, par exemple, attaque l'autre chien de la maison, ben, on veut savoir pourquoi. Il peut avoir différentes raisons. Il peut probablement avoir plusieurs conséquences qui viennent maintenir le comportement, mais il peut aussi avoir différents facteurs qui mènent le chien instigateur des agressions à venir agresser l'autre chien. Donc, à ce moment-là, ben, on a vraiment comme un rôle de détective pour savoir quelles sont ces conditions-là et être en mesure par la suite de venir désamorcer différents déclencheurs et de mettre en place différentes stratégies. Et bien souvent, ben, les clients Oh. et bien souvent, les clients ne vont pas nous contacter lorsqu'on est en train de. En fait, ils ne vont pas nous contacter, pardon, lorsqu'ils ont une seule problématique. Souvent, ils vont nous contacter alors qu'ils ont plusieurs problématiques. Donc, à ce moment-là, ben, on doit vraiment mettre en place un plan d'intervention et des stratégies qui vont fonctionner pour les différentes problématiques mises ensemble. Donc, c'est vraiment un travail de détective, mais aussi d'être en mesure de défaire un casse-tête puis de le remettre dans le bon ordre pour venir résoudre la problématique. Puis aussi, ben, souvent, on va devoir collaborer avec les vétérinaires pour les cas qui sont plus complexes parce qu'il y a beaucoup de chiens qui vont aussi avoir des problèmes de santé et ça va venir affecter par la suite ben, leur comportement ou leur résilience au stress, par exemple. Je ne sais pas, Gaëlle, si tu avais quelque chose à ajouter. Non, pas particulièrement, mais j'aimais ça le côté de comparer ça à un détective parce que ça ressemble vraiment à ça souvent. Les gens pensent que on va aller chez les clients et puis que ça va être simple, que le client va nous dire bah mon chien il fait ça dans tel contexte et que oh bah c'est facile, ça va être tel problème, on va le résoudre comme ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis souvent, les gens vont nous dire oui, mais le chien il le fait, mais seulement dans ce contexte-là, mais pas quand c'est ma femme, mais seulement dehors. Et là, il faut effectivement faire vraiment un travail de détective pour dire, OK, donc pas dans ce contexte, mais là, donc c'est quoi le point commun entre les deux? Puis c'est quoi la différence entre ces situations-là? Puis d'aller creuser, d'aller poser une question jusqu'à tomber sur le témoignage qui va nous faire comme, oh, alléluia, OK, j'ai compris. Puis des fois c'est plus difficile et on trouve pas facilement, mais effectivement, c'est vraiment comme un détective privé qui va aller poser des questions, essayer de recouper les informations, éliminer des pistes, aller prendre une piste, puis voir si ça mène quelque part ou faire demi-tour. Qu'il faut vraiment être très malléable dans ces cas-là pour pouvoir s'adapter, puis se revirer sur un dixaine, comme on dit au Québec. Oui, exactement. Donc, être très, très flexible dans notre approche. Donc, oui, définitivement, c'est un métier qui est vraiment plus complexe, mais en même temps vraiment passionnant parce qu'on fait tout le temps travailler notre cerveau. Et plus on a d'outils, plus on a de connaissances, ben, plus on est en mesure de réellement aider les gens et aussi de réfléchir rapidement. Donc, c'est probablement qu'est-ce qui est le plus demandant au départ quand on intervient. C'est vraiment qu'il y a beaucoup d'informations à venir assimiler, puis c'est difficile de venir voir ben, qu'est-ce que je dois laisser de côté, puis qu'est-ce que je dois prendre comme information qui est pertinente pour mon enquête. Donc, si vous voulez devenir entraîneur, ben, vos clients typiques, ben, ça pourrait être, par exemple, s'il y a quelqu'un qui vous appelle parce que son chien saute sur les invités, si on a un chien qui vole de la nourriture, si on a un chien qui tire en laisse, si on a un chien qui ne revient pas lorsqu'on l'appelle. Évidemment, pour toutes les notions qui ont rapport aux commandes de base, comme par exemple le assis, le coucher, le reste, le travail de l'attention, si on a un chien qui a de la difficulté à être focus, mais aussi pour tout ce qui a rapport au tour, aux tricks, puis aux différents sports canins. Donc, à ce moment-là, les bases de l'entraînement vont vraiment être essentielles pour ça.
parce que c'est ce qui va vous permettre de comprendre mais comment on apprend un nouveau comportement, comment on désapprend un comportement qui est déjà appris. Donc, à ce moment-là, ben, ça, c'est vraiment essentiel en plus de tout le volet mécanique d'entraînement. Et qu'est-ce que je veux dire par mécanique d'entraînement? C'est l'ordre dans lequel chaque chose doit être faite pour que l'apprentissage soit maximal chez le chien. Donc, souvent, on va voir des tutoriels, des vidéos YouTube où ben, différents professionnels ou différentes personnes vont nommer des techniques ou montrer des techniques pour apprendre à un animal un comportement, mais dans les faits, souvent, la technique est un peu désordonnée, la mécanique n'est pas tout à fait la bonne, le timing n'est pas tout à fait le bon, mais tout ça, c'est des points qui sont essentiels pour être en mesure de bien entraîner. Donc, à ce moment-là, ben, ça demande tout un panel d'informations qui sont essentielles pour pouvoir apprendre un comportement à un nouvel animal. Mais par contre, ben, les notions d'analyse d'un entraîneur, s'il n'a pas suivi un volet approfondi au niveau de l'éthologie, au niveau de l'analyse du comportement appliqué, au niveau du développement du chien, par exemple, ben, à ce moment-là, ces notions d'analyse vont être minimisées, puis il va devoir continuer à acquérir d'autres connaissances pour pouvoir intervenir réellement pour des problématiques d'ordre comportemental. Donc, il y a des questions qui sont intéressantes dans le chat. Je ne vais pas y répondre pour le moment, mais si vous voulez, on va pouvoir la garder pour la partie questions. OK? Donc, par exemple, est-ce qu'on doit éviter certaines formations si on voit ci ou si on voit ça? Bien, il va y avoir une partie questions à la fin. Donc, juste le garder de côté pour plus tard, puis le remettre dans le chat box si c'est nécessaire. Donc, si vous êtes entraîneur, ben, c'est quoi les cas que vous allez devoir référer? Ben, tout ce qui a rapport à la réactivité canine, qui sont dans les cas les plus vus lors des consultations, les cas d'anxiété, de peur, de phobie. Donc, par exemple, un chien qui aurait peur des orages, un chien qui aurait peur d'être laissé seul à la maison, un chien qui pourrait, par exemple, avoir de la difficulté à se faire manipuler par le vétérinaire. Les cas de stéréotypie ou de TOC, par exemple, un chien qui court après sa queue, un chien qui n'arrête pas de se ronger les pattes. Les cas d'agression et de morsure, donc en cas d'attaque, selon différentes circonstances. Les problèmes de communication intraspécifiques, incluant la gestion d'un foyer multichien. Donc, par exemple, ben, s'il y a 2 chiens qui s'attaquent dans la même maison, ou bien l'accueil d'un bébé ou la cohabitation avec tout autre animal. Donc, ça ici, ben, ce sont tous des cas typiques que les intervenants en comportement canin vont pouvoir traiter. Donc, juste un petit moment, je vais juste déplacer la barre ici. Donc, donc la diapo, je l'ai appelée l'intervenant en comportement canin ne sachant entraîner. Pour moi, c'est vraiment problématique, quelqu'un qui se dit comportementaliste canin ou intervenant en comportement canin et qui n'a pas de réelle notion en entraînement. Pour moi, c'est même dangereux pour plusieurs raisons, entre autres parce que ça risque de ne pas donner de bons résultats ou bien parce que ça risque de biaiser le fait que les intervenants en comportement canin peuvent apporter des solutions pratiques. Donc, il y a un mouvement qui était plus présent au Québec il y a quelques années, mais qui est encore très, très présent en Europe, de gens qui vont se dire comportementalistes, mais qu'eux, ils ne font pas d'éducation. Mais pour moi, c'est vraiment très grave parce que pour modifier un comportement, il faut être en mesure d'entraîner le nouveau comportement qu'on veut voir apparaître à la place. Définitivement que d'appliquer des techniques de gestion, de modification dans l'environnement ou dans les attentes du client par rapport à son chien, ça va pouvoir être tout à fait pertinent pour venir modifier un comportement ou modifier l'envergure de l'impact émotionnel que le comportement va avoir sur le propriétaire du chien. Mais par contre, ça va être essentiel pour venir modifier un comportement par la suite. Donc, selon moi, les gens qui ne sont pas en mesure de bien entraîner, les professionnels qui ne savent pas comment bien entraîner des comportements, ben, ils ne sont pas en mesure d'offrir un service optimal à leurs clients. Donc, l'analyse de l'environnement, les raisons derrière les comportements, la réponse aussi aux besoins du chien, puis la mise en place de techniques de gestion sont essentielles, ça on le sait.
Mais, comme je l'ai dit aussi avant, pour résoudre une problématique d'ordre comportemental, l'entraînement, ben, c'est vraiment un pilier essentiel. Donc, c'est pour ça que ça fait partie de notre programme aussi qui est plus complet parce qu'autrement, on ne sera pas en mesure de venir pratiquer les bonnes choses ou on pourrait venir créer des erreurs dans l'entraînement du chien en ne mettant pas en place telle stratégie au bon moment. Donc, des mauvaises méthodes d'entraînement ou leur méconnaissance peuvent être en lien avec beaucoup, mais selon moi, beaucoup trop d'échecs en entraînement canin ou dans le cadre de modifications comportementales. Puis justement, une des choses qui est les plus difficiles à mettre en place avec nos clients, c'est qu'ils aient une bonne mécanique d'entraînement, puis qui applique les exercices correctement. Donc, imaginez si la personne qui est payée à titre de professionnel ne sait même pas elle-même comment utiliser les bonnes techniques d'entraînement. Donc, on vient encore plus potentialiser, augmenter le risque que les interventions ne fonctionnent pas. Donc, je ne sais pas, Gaëlle, si tu avais quelque chose à ajouter sur le sujet. Ben, en fait, souvent, ça va être des choses qui peuvent paraître minimes, sur lesquelles on va aller porter attention, mais en fait, ça va vraiment faire en sorte que l'entraînement va fonctionner ou pas. Donc, c'est vraiment des fois des petits conseils tout bêtes ou des précautions à prendre. Je pense par exemple, je sais pas moi, au rappel. Bon, bah, tout le monde a déjà entraîné un rappel, la plupart de ceux qui êtes ici. Vous avez tous entendu parler, par exemple, de protéger son entraînement, de ne pas utiliser son mot de rappel dans des conditions où ça fonctionne pas, ou de mettre son chien en laisse pour pas qu'il puisse échouer au rappel. Ben, c'est des choses que si on n'a pas bien fait attention à ça, le rappel va pas fonctionner. Fait qu'il y a plein de petites choses au niveau de l'entraînement en tant que tel, de la mécanique d'entraînement, comme disait Simone, qui vont fonctionner de la même manière que ça et qui vont faire en sorte que on a beau pratiquer, si on récompense pas à la bonne place, si on récompense pas au bon moment, etc., ben ça va faire en sorte que ce qui nous paraissait super facile finalement comme comportement à apprendre, ben ça va juste pas fonctionner, puis on va se dire ben le chien est trop bête ou il est trop têtu ou peu importe, alors qu'en fait, c'est juste parce qu'on n'a pas appliqué les choses de la bonne manière, mais ça s'invente pas, il faut les apprendre. Si on l'apprend pas, on ne naît pas nous non plus avec la mécanique d'entraînement innée, comme nos chiens ne naissent pas avec les comportements qu'on veut leur apprendre innés. Donc, ça peut paraître des petites choses, mais c'est des petites choses qui sont vraiment super, super importantes pour la réussite des apprentissages. Merci pour ton ajout, Gaëlle. Puis ça me fait penser justement au nombre de chiens qui sont médicalisés, alors que souvent, selon moi, c'est tout simplement que l'entraînement n'a pas été proposé de la bonne façon. C'est-à-dire qu'on n'a pas proposé un entraînement qui partait d'un point de départ réalisable pour l'animal, dans un contexte plus facile, par exemple. Puis par la suite, ça fait en sorte que l'animal échoue dans les exercices et on va dire, ah ben, s'il échoue, ça veut dire qu'il a besoin d'être médicalisé parce qu'il n'arrive pas à réfléchir. Ben non, c'est pas qu'il n'arrive pas à réfléchir parce qu'il est trop stressé, c'est juste l'entraînement qui est mal réalisé. Donc, le volet entraînement, c'est quelque chose qui est super important. Puis d'ailleurs, dans le cadre de nos programmes, on met énormément l'accent là-dessus avec beaucoup de vidéos que les étudiants doivent envoyer et qui vont être corrigées. Puis ça, ça va justement nous permettre de venir au fur et à mesure corriger et apprendre les bonnes techniques en entraînement parce que entre le fait de se faire dire quoi faire et de le faire, il y a un pas qui est immense. Puis ça, on le voit chez tous nos étudiants, on le voit même chez ceux qui sont déjà éducateurs canins, qu'il y a plein de petites choses à venir corriger. Une des erreurs les plus fréquentes, c'est d'avoir la main constamment dans la pochette de récompense. Okay? Donc, à ce moment-là, on peut venir limiter une tonne d'apprentissage juste à cause de cette erreur-là. Si jamais ça vous intéresse, justement, j'ai une vidéo sur YouTube, en fait, qui est un podcast qui s'appelle Overshadowing versus Blocking, qui sont deux matières clés au niveau de l'entraînement. C'est disponible gratuitement. Pour pas d'ailleurs, je me permets, on a souvent justement des clients qui vont nous dire « Ah non, j'ai déjà essayé ça, j'ai déjà essayé cette technique ou j'ai déjà essayé d'utiliser des friandises puis ça marche pas. »
Puis souvent, ça va être justement ça la différence. Et on le voit beaucoup, par exemple, en anxiété de séparation, des gens qui disent, ben, j'ai déjà fait de la désensibilisation, puis ça marche pas. Mais c'est juste parce que nous, on y va peut-être seconde par seconde, puis la personne, elle y est allée quart d'heure par quart d'heure. Puis c'était juste la bonne technique, mais pas utilisée de la bonne façon, tout simplement. Donc, on le voit aussi en entraînement ou chez nos clients qui vont dire, ah, j'ai déjà essayé de lui apprendre à aller sur son tapis, mais ça marche pas. Mais c'est juste parce qu'il manquait la technique, la petite touche qui était professionnelle, en fait. OK, juste un petit moment. Parfait. Donc, on va pouvoir continuer suite à l'ajout de Gaël. Je sais qu'au départ, comme j'avais donné la mise en bouche, comme quoi moi et Gaël, on n'arrêtait pas de s'insulter, puis jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas concrétisé. Donc, j'attends juste le bon moment pour la pincer. Donc, j'essaie vraiment de créer un climat de confiance, mais pour la trahir par la suite au courant de la conférence. Donc, vraiment, là, j'attends le bon moment. C'est tout. OK? Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ça s'en vient. Elle me met en confiance pour pouvoir me mettre le coup de massue derrière. En général, c'est à propos de l'âge, souvent ça commence là-dessus. Oui, exactement. Donc, ça, c'est quelque chose qui ne peut pas changer. Donc, on va voir maintenant les challenges du métier. Donc, ici, je suis venue cibler différentes problématiques, entre autres, ben, le fait qu'on doit vraiment être autonome dans ce métier-là, qu'on va souvent être confronté au mal-être animal sans pouvoir rien y changer, qu'on va devoir travailler énormément avec l'humain. Mais aussi, je vais parler un peu des bons côtés parce que sinon, mais ça va juste vous décourager. Au niveau du développement de l'autonomie, ben, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que la majorité des entraîneurs et ou intervenants en comportement canin sont aussi des travailleurs autonomes ou indépendants. Donc, à ce moment-là, ben, ça veut dire qu'on a en quelque sorte deux chapeaux, celui de notre métier, le fait d'être entraîneur ou intervenant, mais aussi celui d'être gestionnaire d'entreprise qui implique le fait de devoir faire du marketing, faire sa comptabilité, avoir des stratégies pour faire grandir son entreprise. Il y a bien entendu des entreprises qui vont embaucher des éducateurs canins. Il va y avoir des pensions canines aussi qui vont en embaucher. C'est possible aussi de se faire engager dans des refuges, mais la majorité des professionnels vont avoir une pratique autonome. Donc ça, ben, c'est un pensez-y bien. D'ailleurs, dans la formation EPIC, on a un volet lancement d'entreprise. Mais ça, c'est autre chose. Donc, il va falloir aussi penser à se créer une clientèle. Aussi, ben, souvent, on va être rempli de remises en question, que ce soit au niveau de notre démarche professionnelle. Donc, est-ce que je devrais offrir tel cours ou tel cours sur tel ou tel format, mais aussi dans les techniques qui devraient être appliquées avec un cas qui est présenté devant nous. Donc, à ce moment-là, ben, on doit aussi être autonome pour aller chercher les bonnes informations. C'est aussi des métiers qui vont demander vraiment beaucoup de flexibilité parce qu'on doit sans cesse être confronté à des nouveaux cas, mais en même temps, c'est vraiment qu'est-ce qui fait la beauté du métier. Ben, c'est qu'à tous les jours, ben, vous ne savez pas de quoi votre journée est faite exactement. Donc, à ce moment-là, ben, ce n'est pas un métier qui est très répétitif. Comme j'avais dit un peu plus haut, ben, il y a toutes les tâches qui sont indirectes, comme le marketing, la gestion d'entreprise, la comptabilité, donc, etc., qui sont aussi à prendre en considération dans la majorité des cas. Puis sinon, ben, il y a la question des horaires. Donc, souvent, on va devoir travailler, surtout au début de notre pratique, les soirs et les fins de semaine, parce que c'est des créneaux horaires qui sont les plus populaires pour nos clients. Donc, peut-être qu'avec le temps ou avec la venue du télétravail et de la flexibilité dans les horaires, peut-être que c'est maintenant possible, que plus tard, ça va être possible de un peu moins travailler le soir et la fin de semaine, mais de façon générale, c'est là où vous allez devoir travailler un peu plus. Donc, je ne sais pas, Gaëlle, si tu avais quelque chose à ajouter à ce niveau-là. Non, rien de particulier, mais effectivement, au niveau des tâches indirectes, il y a vraiment beaucoup de choses. En fait, ça représente au moins la moitié de notre travail, je pense, de faire ne serait-ce que du service à la clientèle, de répondre aux courriels, de répondre au téléphone, de conseiller les gens au téléphone, de faire des suivis avec les gens, c'est les clients qu'on a eus. Et tout ça, c'est des heures qu'on compte pas finalement, qu'on facture pas. Mais évidemment que ben, ça compte dans notre taux horaire au bout du compte qui paraît intéressant au départ et important, mais finalement, il faut y penser aussi.
Donc, Oui, plus finalement le déplacement aussi qu'on doit considérer parce que souvent on va être beaucoup en déplacement, surtout si on offre nos services à domicile. Puis, ben, à considérer aussi ben, toutes les autres petites tâches. Par exemple, je pense que si on prend toute ma vie en entier, peut-être que j'ai passé 3 jours de ma vie à couper des bouts de saucisses hot dog, de fromage et de poulet. OK? Donc, qui aurait cru que j'aurais passé autant de temps à faire une tâche aussi ingrate? Par la suite, on va être confronté énormément au mal-être de différents animaux et bien entendu, particulièrement les chiens. Pourquoi? Parce que les gens ont souvent bien peu de ressources pour aider leurs chiens et ce, même s'ils nous contactent. Puis les ressources ne sont pas que monétaires, mais bien entendu, ça peut être une des difficultés. Mais ça peut être aussi le fait de ne pas avoir assez de temps à consacrer à son animal dans un horaire chargé, mais ça peut être aussi des ressources émotionnelles parce que les gens sont énormément affectés par le comportement de leur animal ou bien ben, ils ont déjà beaucoup investi avec eux et ils ont de la difficulté à s'investir davantage. Aussi, ben, souvent, on va vouloir aider nos clients et leurs chiens vraiment plus qu'eux-mêmes. On voit tout le potentiel que l'animal a. On voit aussi à quel point ça pourrait être facile de venir changer son comportement, améliorer son bien-être, mais pourtant, ça bloque au niveau du client. Donc, à ce moment-là, ben, ça peut vraiment être décevant parce qu'on sait qu'il y a un individu qui est malheureux alors que ça prendrait presque rien pour venir changer sa qualité de vie. Puis aussi, ben, on doit souvent venir concilier les envies des propriétaires de chiens aux besoins de ces derniers. Donc, souvent, les gens ils vont avoir certains espoirs par rapport au comportement de leur animal ou par rapport à son éducation, mais peut-être souvent sans vouloir faire tous les efforts qui seraient reliés. Mais en même temps, ben, l'animal, le chien, ben, lui, a des besoins qui sont particuliers. Donc, ses besoins, c'est probablement pas de savoir un assis couche-reste et d'être calme 100% du temps. Ben, le chien a aussi ses propres besoins, comme par exemple sentir, courir, avoir des contacts sociaux, être en mesure d'avoir un lieu où se coucher qui est calme, propice à un bon sommeil, une nutrition adaptée, par exemple. Donc, à ce moment-là, on doit venir concilier tout ça avec le contexte d'intervention et d'entraînement. Donc, à ce moment-là, ça peut s'avérer un peu plus complexe. Par la suite, ben, souvent, quand on veut être éducateur canin, on se dit ah, ben parfait, donc je vais travailler avec des chiens, ça va être trop génial. Donc, moi, j'en peux plus des gens. Ben, écoutez, donc, si vous en pouvez plus des gens, devenez pas éducateur canin, à moins d'être sûr d'être déjà engagé par un refuge ou une pension canine et de ne travailler qu'avec des animaux sans voir des gens. Mais autrement, ben, l'humain va être votre canal de diffusion pour pouvoir aider le chien à être mieux entraîné, à se comporter autrement ou pour pouvoir améliorer sa qualité de vie. Donc, à ce moment-là, bien, vous allez devoir développer les compétences pour persuader, mettre en confiance et coacher les humains. Mais aussi, vous allez devoir avoir un intérêt et de l'empathie pour vos clients à 2 pattes, ce qui n'est pas toujours facile, OK? Parce que souvent, on va se dire, ah, ben ça serait tellement facile de mettre ça en place, mais ils ne vont pas le faire. Donc, à ce moment-là, ça peut vraiment être frustrant, voire décourageant. Je ne sais pas, Gaëlle, si tu avais quelque chose à ajouter. Oui, en fait, ça, il faut pas que ça fasse peur aux gens qui sont pas encore dans le métier. C'est quelque chose qui se développe vraiment beaucoup. Alors, c'est sûr, si on n'aime pas du tout les humains, qu'on les déteste, ça aide pas. Mais c'est vraiment quelque chose qui se développe avec quand on rencontre nos clients. Souvent, au départ, on fait tout ça parce qu'on veut intervenir auprès des chiens, qu'on veut améliorer leur bien-être et tout. Et en fait, rapidement, à partir du moment où on commence à travailler, à faire des consultations, à travailler avec les humains, mais des consultations, même des cours, on voit la souffrance de l'humain qui a un chien qui lui pose problème et tout ça. Et en fait, naturellement, on va devenir empathique envers ces humains-là. Au départ, on venait pour le chien et la plupart du temps, on va essayer d'aider les humains à bien vivre la situation parce que ben, ça fait mal au cœur de voir. Tu sais, moi, je dis toujours, c'est pas normal, c'est pas ça qu'on veut quand on adopte un chien, d'avoir des problèmes de comportement, d'avoir un chien qui réagit dès qu'on va se promener, d'avoir un chien qui fait de l'anxiété de séparation. C'est pas pour ça qu'on a signé. Puis les pauvres gens, ils se retrouvent avec ce genre de situation-là. Puis, tu sais, forcément, on se met à leur place et on comprend que c'est pas facile pour eux non plus. Et en fait, on veut autant, quand on ressort de chez eux, on se rend compte que finalement, on a cherché autant à les aider eux qu'à aider le chien en tant que tel. Puis ça vient naturellement.
avec quand on rencontre les gens finalement. C'est vraiment différent de ce qu'on peut vivre sur les réseaux sociaux. Moi, sur les réseaux sociaux, j'ai envie de mettre des claques à tout le monde. Le client qui va, le client, la personne sur Facebook qui va dire, ah ben moi, mon chien il fait ça, mais il m'énerve. Puis d'abord, j'ai pas envie de faire ci ou de faire ça, ou j'ai pas d'argent à mettre dedans. Celui-là, j'ai envie de le claquer. Mais si je le rencontre en face à face, puis qui m'a fait venir, et que là, je me retrouve devant lui et qu'il me dit la même chose, je vais avoir de l'empathie pour lui, puis je vais être capable de mettre ma rage de côté et au contraire, à essayer de lui expliquer, puis à essayer de le faire changer d'avis, alors que sur les réseaux sociaux, j'aurais juste eu envie de lui mettre des petits émoticônes qui sont pas très polis, on va dire. Donc, n'ayez pas peur de vous-même dans ce contexte-là. Vous allez développer cette empathie-là normalement avec vos clients. Oui, puis normalement, dans les formations d'éducateurs canins, c'est un volet qu'ils devraient avoir, c'est-à-dire comment gérer les clients en consultation et comment développer ce genre de compétences-là pour pouvoir les gérer. Puis on apprend à moins juger les gens que quand on les regarde sur Facebook, justement, parce que on creuse plus avec les gens, on essaye de comprendre d'où vient euh, leur, d'où viennent leurs comportements, puis on analyse leur comportement de la même façon qu'on analyse les comportements des chiens. Donc on veut pas non plus les juger ou les blâmer, on va essayer de comprendre d'où vient le problème. Par la suite, ben, on a les bons côtés du métier. Donc, suite à cette séance de larmes, de cris et de pleurs sur les mauvais côtés du métier d'éducateur canin, mais quels sont les bons côtés? Donc, l'autre côté de la médaille, ben, premièrement, la diversité au quotidien. Chaque jour est différent. Vous savez sûrement, probablement jamais ce que la prochaine journée vous réserve. Vous allez continuer à apprendre encore et toujours. L'éducation canine, le comportement canin, animal, les sciences de l'apprentissage, c'est des domaines qui sont ultra passionnants et souvent on se dit, ah d'accord, donc je vais faire une formation et après ça je me lance. Mais souvent, une formation me donne envie d'en faire une autre et l'autre nous donne envie d'en faire trois autres et chacune de ces autres formations-là nous donne envie d'en faire cinq autres qui nous donnent elles-mêmes envie d'en faire 10 autres. Donc au final, on devient une espèce de passionné, d'addict de formation qui les accumule de façon addictive. Donc voilà, donc c'est vraiment un métier dans lequel on continue toujours d'apprendre, dans lequel il va toujours encore aussi avoir à apprendre. Puis ça, ben, pour les gens qui sont curieux et qui aiment apprendre, ben, définitivement que ça, c'est un bon côté. Pour les gens qui espèrent, ben, tout savoir comme si l'animal était une machine, qui a quelques boutons à savoir contrôler, ben, c'est sûr que c'est peut-être pas un métier qui est fait pour vous. Aussi, ben, dans les bons côtés, on va avoir un impact social qui va être important, par exemple en venant prévenir les morsures de chiens, les comportements dangereux, en faisant en sorte que les chiens soient mieux perçus en société parce qu'ils vont être mieux entraînés, mieux éduqués. Mais aussi, on va avoir un impact au niveau du bien-être animal, que ce soit au niveau du message qu'on va venir donne de façon publique via nos différents médias, mais aussi en intervenant un à un avec nos clients. Puis finalement, ben, on a aussi la possibilité de se spécialiser dans un domaine en particulier, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 10 ans, alors que tout le monde faisait un peu la même chose, c'est-à-dire que, étant donné que le métier est plus élaboré aujourd'hui, ben, on voit de plus en plus de spécialisation sur des types de cas en particulier. Donc, ça permet de se dire, ah, ben, peut-être que moi, je pourrais faire que des chiots, que des chiens agressifs, que me concentrer sur les chiens seniors, par exemple. Ben, il y a 10 ans, ce n'était pas vraiment possible, mais maintenant que le domaine est en pleine ébullition, autant au niveau des connaissances qui sont générées qu'au niveau d'à quel point les gens maintenant sont prêts à consulter et à faire ce type d'achat-là et à s'offrir ce type de service-là pour les aider avec leurs chiens. Mais ça permet vraiment la création de spécialités. Donc, maintenant, ça va être au tour de Gaëlle de nous parler des compétences à avoir ou à développer. Donc, je te laisse continuer là-dessus. Oui, effectivement, comme le disait Simone tout à l'heure, il y a pas mal de compétences, de connaissances, de qualités qu'il va falloir avoir ou développer pour être intervenant comportement ou éducateur canin ou entraîneur. Donc, au niveau des qualités, je vais pas toutes vous les nommer, évidemment, elles sont inscrites, vous allez pouvoir les relire, mais en gros, il faut avoir, comme on disait juste avant, de l'empathie, de la bienveillance envers l'humain. Il faut avoir envie d'aider l'humain. Donc, il faut être capable de pouvoir se mettre à sa place, puis de les écouter avec une oreille bienveillante.
Autant l'humain que le chien, souvent ça va être logique pour le chien. On va se dire, ben oui, je veux être bienveillant envers le chien, je veux l'aider, mais en fait, c'est vraiment aussi la partie avec les humains qu'il va falloir s'assurer de développer. Puis comme je vous disais tout à l'heure, vous inquiétez pas, c'est des choses souvent qui vont venir avec avec la pratique, mais aussi avec les cours quand vous allez faire votre formation. Il faut être capable de réfléchir rapidement, de pouvoir se retourner rapidement, de pouvoir trouver une autre solution si jamais on donne, parce que ça va très vite pendant une consultation, donc euh, vous allez donner un conseil à votre client qui va vous dire, ah non, bah ça je peux pas parce que mon chien est allergique. Ah ça je peux pas parce que j'ai mal au dos. Ah bah il faut que vous lui trouviez une autre solution. Il faut pas juste dire, ah bah j'avais juste ça comme solution de récompenser votre chien qui est un chihuahua qui est tout petit. Ben vous avez mal au dos. Ah bah vous pouvez pas travailler votre marche en laisse parce que vous n'êtes pas capable de vous pencher. Ben non, il va falloir trouver des solutions. Donc trouver par exemple une cuillère en bois où on va mettre de la pâtée pour chien au bout pour pouvoir faire récompenser notre chien pendant la marche ou des choses comme ça. Donc, il faut user de créativité, il faut être capable de s'adapter, d'être flexible, de pouvoir aussi être flexible au niveau de au niveau de ce que vous vouliez, de vos objectifs à vous. Donc, vous arrivez chez le client pour changer un comportement, puis vous vous rendez compte que finalement, ça va peut-être pas être possible parce que le client est pas très coopératif ou que le chien a tel ou tel problème ou que chez la personne, c'est juste pas possible. Ben, il va falloir trouver, être capable d'accepter que ben, on pourra peut-être pas se rendre jusqu'à ce que vous aviez comme idée au départ, mais qu'il va falloir juste s'adapter à la situation du client ou du chien, tout simplement. Il faut évidemment être pédagogue, avoir la capacité de vulgariser vos connaissances parce que c'est pas tout d'avoir des connaissances, puis d'avoir des grands mots, puis d'avoir tous les termes scientifiques. Si vous sortez ça à votre client, ça marchera pas, il va pas adhérer, il va pas comprendre, il va se sentir submergé. Donc, il va falloir vulgariser ce que vous connaissez pour que votre client soit capable d'adhérer et de comprendre ce que vous lui dites. Évidemment, il faut être patient. Puis, il va falloir une grosse partie d'entre-gens, d'être à l'aise avec entre gens. En France, c'est pas très commun comme mot, ça se dit beaucoup au Québec, mais en France, je saurais pas trop comment c'est-à-dire d'être à l'aise dans votre approche avec les gens, de savoir d'être à l'aise pour parler avec les gens, pour communiquer, pour ne pas être timide entre guillemets. Vous pouvez être timide, mais il faut que vous soyez capable de passer au-dessus de ça pour pouvoir donner un cours de groupe, par exemple, ou pour pouvoir vous présenter devant des clients qui sont, vous avez toute la famille devant vous, ben, il va falloir avoir un peu de tchatch, comme on dirait en France, pour être capable de garder le contrôle finalement, de garder la face. Donc voilà un petit peu au niveau des qualités. Simone, est-ce que toi, t'en as une ou deux là-dedans? Je suis pas sûre Est-ce que j'ai une ou deux qualités là-dedans? Je Ouais, pense, non, je penserais pas. créatif, t'es créative, Ben, en ouais, fait, t'es créative. je pense vraiment que je suis humble. Je suis vraiment une personne très humble. Vraiment, je pense que je suis la plus humble dans la salle, clairement. Euh, un truc que je voulais ajouter, c'était concernant la timidité, l'entre-genre ou la question du charisme ou la facilité à entrer en contact avec les gens. Comme on avait dit plus tôt, ce sont toutes des qualités qui sont essentielles, mais aussi qui se développent. Si je pouvais donner un exemple, c'est lorsque j'ai fait mes premières consultations, quand j'ai commencé il y a plus de 10 ans maintenant. Mais quand j'arrivais chez mes clients avant de cogner, j'avais le cœur qui débattait, j'étais en sueur, c'était la fin du monde. Genre, j'aurais préféré de me téléporter ailleurs et que tout soit annulé, comme si ça n'avait jamais existé. OK? Puis, ben, au début des consultations, j'étais super gênée, super timide. Puis, ben, par la suite, ça a commencé à super bien aller. Je devenais de plus en plus confiante parce qu'évidemment, ben, on prend nos routines, nos repères. Puis après ça, ben là, j'ai commencé à donner des cours de groupe, des cours collectifs. Puis là, ben, la même chose s'est représentée. Vu que là, il y avait plusieurs personnes. Ah ben là, encore une fois, il fallait que je mette encore plus de déo. Là, ça ne fonctionnait plus. Puis là, je suis redevenue hyper stressée. Ah, mais finalement, ça a commencé à passer. Puis finalement, ben là, j'ai commencé à donner des ateliers, des séminaires. Donc là, ça implique qu'il n'y a plus juste 6 personnes, mais il y a peut-être 30 personnes. Puis là, j'étais super, super stressée. Donc tout ça, ben, c'est des compétences, une certaine tolérance au stress qui
peut se bâtir au fil du temps. Même aussi, confidence aujourd'hui, on est juste 70, donc tout va bien. Quand j'étais au cégep, donc c'est un. Comment on appelle ça le cégep en France? Le lycée, je pense. C'est à peu près le lycée, c'est fin du collège, début du lycée. Ouais, donc quand j'étais au lycée ou au cégep, j'ai donné un exposé oral, puis j'ai pleuré. OK? Donc, inquiétez-vous pas, vous pouvez changer. Donc, s'il y a certaines choses qui vous font peur, ben, définitivement qu'avec des efforts, ben, ça va pouvoir s'améliorer. Puis au fur et à mesure, ben, il y a des choses qui nous paraissent insurmontables qu'on est en mesure de surmonter si on y met les efforts, évidemment. Ouais, puis en plus, plus justement on devient à l'aise avec les situations parce qu'on les connaît, parce que ça devient quelque chose de pas routinier, mais qu'on est à l'aise on connaît bien la matière et plus justement on va être à l'aise devant les gens pour. Au début, le problème c'est que on connaît la matière, mais pas encore sur le bout des doigts, ou en tout cas c'est difficile de l'expliquer aux autres. Et en plus, il faut qu'on aille c'est nos premières consultations, nos premiers cours de groupe. Donc, du coup, ça fait comme beaucoup de choses en même temps. Mais au fur et à mesure, mais, tout se met en place, puis on commence à prendre confiance. Puis justement, dans la formation EPIC, là, je pense à ça parce qu'on en est là avec notre cohorte, notre deuxième cohorte. Ils en sont justement à faire des mises en situation devant toute la classe. Donc, on leur dit, bah, explique-moi, par exemple, comment tu montrerais la première étape du coucher, par exemple. Ou explique-moi ce que tu dirais à un client qui te dit que son chien est dominant, puis que, bref, telle ou telle situation. Puis les premières situations qu'on avait comme ça, où les élèves étaient devant la classe et devaient faire comme s'ils étaient le professionnel face au client. Ils stressaient, ils tremblaient, ils avaient la tremblote, puis ils avaient le cœur qui battait à fond. Et puis à force de faire des mises en situation comme ça, ben, ils sont de plus en plus à l'aise, puis ils sont de moins en moins fébriles. Donc ça se développe, vous inquiétez pas. Et puis, on a des élèves qui sont très timides et même on a eu des collaborateurs chez Demain de Maître qui étaient timides. Je pense à Clara, par exemple, et qui était une des meilleures intervenantes qu'il y a eu chez Demain de Maître. Donc, elle arrivait, elle était toute petite, toute timide, mais elle faisait son truc, puis elle savait dire les choses, puis ça marchait super bien. Euh, oui, tu voulais rajouter quelque chose? Non? Non. Au niveau des connaissances, ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de connaissances qu'il faut acquérir pour être entraîneur ou intervenant en comportement canin. On vous a fait une petite liste. Au niveau de l'entraînement, ça va être vraiment important d'avoir toutes les connaissances au niveau pratique. Alors, les théories de la pratique, c'est-à-dire que de savoir, de comprendre un peu comment un animal apprend, mais autant le chien que l'humain, donc autant la pédagogie et la psychologie humaine que les théories de l'apprentissage qu'on voit plus pour le côté chien. Donc de comprendre un peu comment les animaux apprennent. Euh, Puis tout ce qui en découle, donc tout ce qui va être les paramètres, les concepts avancés en entraînement, tout ce qui va être au niveau de la pratique d'entraînement, où est-ce qu'il faut mettre la main, où est-ce qu'il faut récompenser, comment on fait pour leurrer, qu'est-ce que c'est que le shaping, etc. Il va falloir comme engranger toutes ces connaissances-là. Puis ça, c'est vraiment une grosse partie des formations qui sont souvent un peu passionnantes, mais difficiles à digérer parce que ben, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances. Euh, et puis, on voit aussi tout ce qui va concerner, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes dans le chat tout à l'heure qui disaient qu'ils voulaient donner des cours de groupe. Donc, tout ce qui va être la conception, l'organisation d'un cours de groupe, où là, on a beaucoup de matière aussi à apprendre pour savoir comment bien organiser un cours pour que ce soit logique, pour que ce soit pas trop lourd, pour que ce soit fidèle aux méthodes d'apprentissage, etc. Donc, au niveau des entraîneurs, ça va être pas mal ce genre de connaissances-là. Puis au niveau de l'intervenant en comportement ou de l'éducateur canin, etc., ben, ou du comportementaliste, ça va être la partie entraîneur plus plein, 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 plein d'autres connaissances qui vont être beaucoup, beaucoup des connaissances théoriques sur
le chien en général. Donc, autant l'éthologie, les émotions, comment le chien apprend, mais d'un point de vue cognitif, comment ça fonctionne un peu dans sa tête. C'est quoi le développement du chien, la communication, toutes ces choses-là, en fait, la biologie, tout ce qui va nous permettre de mieux comprendre pourquoi justement certains chiens produisent certains comportements, pourquoi certains chiens ont plus de mal à apprendre, pourquoi certains chiens sont moins motivés que d'autres, ou ce genre de choses-là. Après, il va y avoir tout ce qui va être analyse appliquée du comportement, où là, on va vraiment essayer de comprendre pourquoi le chien produit ce comportement-là pour pouvoir après le modifier. On va avoir aussi tout ce qui va être les connaissances au niveau de l'agression, au niveau des problématiques en particulier, les TOC, l'anxiété de séparation, les choses comme ça. Et puis, évidemment, tout le volet sur comment mener des consultations, comment faire les suivis, comment créer des plans d'intervention, comment créer des rapports d'intervention à envoyer aux clients après, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances qu'il va falloir engranger. Puis c'est pour ça que forcément, alors tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui demandait dans le chat si on proposait des formations de intervenants en comportement en quelques semaines. Ben non, on peut pas parce que c'est, je sais plus combien d'heures, Simone, je crois que c'est à peu près 500 heures, 450 ou 500 heures pour le programme EPIC. Donc, pour être intervenant en comportement, c'est-à-dire c'est à peu près les 50 heures du programme entraîneur, plus 400 et quelques heures en plus pour tout le reste, puis pour aussi tout ce qui est coaching et tout ça pour apprendre à mener des consultations. Donc voilà, donc ça peut pas s'apprendre en 6 semaines ou 10 semaines ou même en 3 mois. Je vois pas trop comment est-ce qu'on pourrait apprendre tout ça en 3 mois, même à plein temps. Exactement, donc faites vraiment attention et pour vous, ça devrait vraiment être un gros drapeau rouge, ça devrait vraiment comme vous sonner des cloches, des alarmes, bref, vous devriez voir des signaux de feu, des diables apparaître, que sais-je. Si vous voyez une publicité, devenez comportementaliste ou intervenant en comportement canin, résolvez des problèmes de comportement et apprenez le tout en quelques jours ou en quelques semaines. C'est absolument pas possible. Même le programme EPIC, on a essayé de le contracter le plus possible, puis c'est vraiment le maximum qu'on peut faire, puis même sans entrer dans le superflu, okay, parce qu'on aurait pu ajouter plein de trucs. Donc, faites vraiment attention. Donc, si on veut un programme accéléré, mais en tout cas, le mieux qu'on a trouvé sous Évolution canine avec Gaëlle, c'est d'offrir un programme qui est axé sur l'entraînement. Ça, c'est accessible en quelques semaines. Ça permet de faire une belle entrée dans le métier, de commencer à offrir des services, mais le volet intervention en comportement canin, mais ça va demander énormément de matière. Puis tantôt, Gaëlle parlait, c'est plus de la matière théorique, mais de la matière théorique qui va être tout à fait appliquée et applicable de façon pratique. Par exemple, de comprendre comment la race d'un chien vient interférer avec ses motivations profondes et comment on va pouvoir utiliser ça pour mieux intervenir avec cette race-là pour résoudre un problème de comportement. Donc, c'est plein de petites nuances qui vont nous permettre d'avoir une meilleure approche avec le client, mais aussi d'avoir des meilleurs résultats avec le chien. Et bien entendu, là-dedans, il y a tout le volet entraînement aussi qui est essentiel. Donc, je te laisse continuer, Gaëlle, après cette envolée lyrique. Oui. Donc, au niveau des compétences, on en a pas mal parlé jusqu'ici. Évidemment, il faut analyser la situation rapidement, être capable de pas dire au client, écoutez, je rentre chez moi, je vais analyser, puis je reviens demain pour vous donner des solutions. Donc, il faut analyser la situation rapidement et pouvoir donner des solutions rapidement. Au moins être capable de se faire un plan dans sa tête rapidement. Être capable d'organiser des séances individuelles ou des séances de groupe, donc que ce soit bien monté, bien ficelé pour que on soit au top pour nos clients. Évidemment, il faut savoir bien lire le chien. Ça, c'est logique, autant pour des cours de groupe ou des cours d'éducation que pour des problèmes de comportement. Si par exemple vous donnez un cours de base pour apprendre les assis, couchés, restes et tout ça, mais que vous avez un chien qui ne coopère pas, parfois juste en regardant son langage corporel, on va être capable de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est plutôt excité? Est-ce que, bon, peu importe,
juste à lire le chien, même si vous voulez pas être comportementaliste, ça va être important quand même de bien, de bien comprendre ce que ressent le chien pour pouvoir adapter votre entraînement à ça. Évidemment, on le disait tout à l'heure, d'avoir une bonne technique mécanique, c'est une compétence énorme qu'il faut absolument développer, absolument avoir. Comme je disais juste avant, organiser ses idées pour rapidement se faire un plan d'entraînement une fois qu'on a analysé la situation. Euh, et puis être capable de transmettre les connaissances aux clients sans le noyer sous des termes ou des théories pas possibles. Et puis voilà, d'être capable d'accompagner le client humain et le client chien dans son apprentissage, évidemment toujours tout en s'adaptant aux deux. Donc il y en a d'autres, mais on veut pas vous faire peur. C'est déjà pas mal au niveau des compétences à développer. Puis tout ça, si vous regardez bien, en fait, c'est des compétences à développer. C'est pas des choses que vous devez déjà savoir, que vous devez déjà avoir en vous. C'est vraiment des choses que vous allez pouvoir apprendre et qui vont aussi s'apprendre avec la pratique. Il y avait quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui disait que justement, plus elle faisait de formation et plus elle apprenait des choses et plus elle se rendait compte qu'elle savait moins et donc qu'elle osait qu'elle osait encore moins se lancer dans le métier. Mais en fait, la pratique va aussi vous permettre justement de développer ces compétences-là. Plus vous allez pratiquer, c'est exactement comme le chien, plus il va pratiquer les exercices et plus il va devenir bon. Ben, c'est la même chose pour vous. Plus vous allez pratiquer et plus vous allez devenir bon. Si vous avez les bonnes bases au départ, que vous savez quelle est la bonne technique, la bonne mécanique d'entraînement, ben après ça, c'est juste à pratiquer, puis à vous corriger, à vous filmer, à vous corriger, à regarder, à vous adapter par rapport aux résultats que ça donne, tout simplement. Donc, on est toujours en perpétuel développement de nos compétences, quelles qu'elles soient, dans le métier. Simone, as-tu quelque chose à rajouter? Oui, le Non, plus dur, c'est de se lancer, Sophie, c'est ça. j'attendais juste d'être certaine que c'était bien terminé. Donc, par la suite, ben, quand on veut choisir la bonne formation, ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, on porte deux chapeaux avec cette conférence-là, c'est-à-dire ben, de vous éduquer sur ben, c'est quoi le métier, mais en même temps, ben, on va aussi vous présenter notre programme, mais ça ne veut pas dire que ça fait en sorte que les informations qu'on vous donne sont moins précises ou sont moins adaptées. Elles sont juste basées sur qu'est-ce qu'on croit qui est nécessaire dans une formation. Donc, c'est sûr que ben, ça vient teinter notre jugement par la suite parce que ben, c'est ce qui nous a poussé à créer la formation. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose qui peut être bon. Puis d'ailleurs, on va vous donner des idées de référence pour aller voir ailleurs et voir qu'est-ce qui vous convient le plus. Donc, ben, premièrement, au niveau du choix d'une formation, on va regarder ben, sa réputation, on va regarder le contenu et les opportunités que ça vient nous donner. Et on va aussi regarder ben, les coûts, même si c'est une question qu'on aimerait peut-être ne pas se poser, ben, il n'y a personne ici qui a un budget qui est infini. Donc, la question, ben, définitivement, elle va se poser. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir voir au niveau de la réputation de l'école qu'on va choisir? Ben, c'est probablement la réputation des enseignants. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant dans le métier? Est-ce qu'ils sont connus? Est-ce qu'ils ont déjà offert des séminaires, des cours ailleurs? Est-ce que vous avez déjà peut-être pu vous les rencontrer? C'est quoi leur niveau d'études? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme formation? C'est quoi leur approche? Par la suite, on va aussi pouvoir regarder, ben, c'est quoi les accréditations que la formation a. C'est-à-dire que dans le domaine, il y a différentes associations qui viennent en quelque sorte autoréguler le domaine. Donc, il y a différentes associations, comme par exemple l'IAABC, le PPAB, il va aussi avoir le RQEC au Québec ou le MFEC. Donc, on va pouvoir regarder parce que certaines associations qui font la promotion, qui accréditent ou qui donnent des unités de formation continue à la formation que vous regardez. Donc, entre autres, ben oui, dans le cadre de ECP et de EPIC, ben, c'est reconnu par l'ATSAC, ça donne des crédits de formation continue auprès du RQEC, c'est reconnu aussi par l'IAABC, par le PPAB. Donc, ça fait en sorte qu'il ben, y a une espèce de lien entre
ben, au niveau professionnel, selon les plus hautes instances, qu'est-ce qui est considéré comme une bonne formation? Et là, ben, sûrement que vous allez avoir plusieurs formations qui vont être référées ou qui vont être accréditées. On peut aussi regarder ben, la reconnaissance dans le milieu, c'est-à-dire ben, qu'est-ce que les autres professionnels en disent. Et on va aussi pouvoir regarder ben, les avis et les témoignages. Donc, vous pouvez aller par exemple sur Google, sur les pages Facebook, mais aussi demander sur les réseaux sociaux, ben, c'est quoi votre avis de telle ou de telle formation si vous l'avez suivi. Puis d'ailleurs, ben, ici, si je ne me trompe pas, je ne vois pas tout le monde, mais je sais qu'on a quelques anciens étudiants du programme EPIC et étudiants actuels. Donc, par exemple, on a Annie. Donc, je ne sais pas si tu es présente avec nous. Oui. Donc, Oui, je suis là. salut Annie. Donc, Bye. ben, justement, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton expérience dans le cadre de la formation EPIC, puis aussi ben, pourquoi c'est EPIC que tu as fini par choisir à titre de formation? Puis c'était quoi Oui. tes doutes au départ? Parce que j'ai revu ton témoignage récemment, puis j'avais vu que justement que tu n'étais pas certaine que c'était le bon choix quand tu as commencé. Donc, dis-moi tout, je t'écoute. Oui, effectivement, au départ, vu que j'avais déjà quand même plusieurs formations de fait ici et là, et beaucoup d'argent de dépenser aussi dans ces formations-là, j'avais peur un peu que, en m'embarquant dans ça avec l'investissement de temps et d'argent, que j'allais juste voir plein de choses que j'avais déjà vues, puis que j'allais juste aller chercher un petit peu de choses. Puis finalement, non, au contraire, ça a vraiment enrichi tout ce que j'avais déjà. Puis ça valait vraiment la peine. Même si j'avais un peu d'expérience déjà au départ, c'est venu bonifier beaucoup, beaucoup de choses que je fais. Il y a plein de choses que je suis en train de refaire dans ce que j'avais déjà de monter, justement parce que j'y ajoute des petits plus ici et là. Puis j'avais commencé par prendre, tu sais, tu parlais tantôt de vérifier auprès de ceux qui le font présentement ou qui l'ont déjà fait, la formation. Moi, ben ça, c'est ce que j'avais fait. Entre autres, je m'étais informée auprès d'une étudiante de la cohorte d'avant moi qui était à peu près dans la même situation pour voir est-ce que ça t'a aidé vu que tu étais déjà intervenante avant, puis c'est elle qui a réussi à me convaincre. Ben, merci beaucoup pour ton témoignage, Annie. Annie, Sinon, est-ce que tu voudrais témoigner que je me fais harceler par Simone lors des lives et tout ça, s'il te plaît, parce que là, elle se tient bien devant les gens. Je témoigne. Ouais, oui. Merci. Mais je voudrais juste mentionner que c'est assez aller-retour, par exemple. Hein? Tu sais, il y a aussi dans l'autre sens. Mais on adore ça. Sérieux, ça met une excellente une ambiance fantastique. parce que Merci. quand on s'y attend pas, bam, une ou l'autre arrive et insulte l'autre. Donc, ça met toujours du piquant et de la joie dans les cours. Et la vie manque parfois de joie et de piquant. Donc, pourquoi pas s'insulter? Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres étudiants épiques dans la salle. Je sais qu'on attendait quelques. Il y a Jennifer qui est là, je crois, Donc, si elle est Oui, Jennifer. toujours là. je suis là. Ah, salut Jennifer. Ça fait vraiment plaisir de te revoir. Puis, Oui. c'est juste parce que ben, Jennifer elle fait partie de notre première cohorte. Puis, ben, il y a des. En fait, quand on a une cohorte épique, ben, on voit les mêmes personnes pendant 1 an et demi. Donc, on s'attache énormément. Puis là, ben, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je ne l'ai pas vue. Donc là, je suis profondément contente de la voir. Donc, outre ça, ben, tu peux nous parler de ton expérience dans le programme épique. Oui, ben en fait, EPIC, c'est vraiment comme un retour à l'école. Tu sais, être éducateur canin, il y a beaucoup d'informations qu'il faut prendre en compte. Puis ce que j'ai trouvé super de la formation, c'est que c'était vraiment complet. Donc, on y va vraiment étape par étape. Puis de l'exercice A à l'exercice Z à la fin du programme, ben c'est vraiment une continuité, il y a un lien. Tu sais, c'est super facile à apprendre. Mais c'est ça, c'est beaucoup de temps, effectivement. Donc, il faut être prêt à s'investir. Mais les exercices sont vraiment... c'est vraiment des bons exercices, là. J'ai pas le terme exact, mais tu sais, les exercices qui sont proposés, c'est vraiment ça que tu as besoin pour comprendre la matière, le mettre en pratique, puis évoluer là-dedans. Je fais pas Exactement, parce que vous avez beaucoup de devoirs, de quiz, de vidéos à remettre. Donc, on pourrait se dire, ben, à quoi ça sert tout ça? Bien, évidemment que si on voit la lumière au bout du tunnel parce qu'on sait à quoi ça sert, bien, ça peut aider, là. Donc, Ouais, merci. c'est bon. Je fais pas beaucoup de consultations en comportement.
parce que c'est quand même assez demandant, effectivement, puis on en voit de toutes sortes, mais je me suis vraiment découvert une passion là, pour les cours d'obéissance de base avec les gens, tu sais, de partir du tout début, puis de comment là, comprendre le chien, comment simplement apprendre des petits tours comme le coucher-reste, que, tu sais, on se rend compte que les gens ne savent pas comment commencer avec leur chien, donc je trouve que c'est super enrichissant, autant pour moi de pouvoir les aider là-dedans, puis de les accompagner. Fait que là, c'est ça que je fais en ce moment, là, donc je donne des cours d'obéissance et parfois, oui, de maternelle là, pour les petits papis avec les dents de piranha. Donc, on veut voir tes bras, on veut voir toutes les lacérations, on veut les preuves. Ça. Beaucoup de patience avec les chiots, mais Oui. ça vaut la peine là, quand tu arrives à la fin de tes cours et que tu vois que les gens sont super investis parce qu'à la base, ils viennent te voir. C'est pas toi qui cours après les gens dans la rue. Tu sais, les gens viennent te voir, ils veulent apprendre, ils veulent travailler avec toi. Donc, tout ce que tu leur dis, là, ils sont tous oui, puis ils écoutent. Là, fait que c'est super enrichissant là, pour ça. Puis c'est gratifiant pour nous là, aussi en même temps. Ben oui, Ouais. définitivement, c'est pour ça qu'on fait le métier, hein, c'est pour avoir la gratification que les choses peuvent changer. Oui. Ouais, donc merci vraiment beaucoup pour ton témoignage, puis je suis contente que tu aies été là aujourd'hui. Euh, Donc, par la suite, ben, au-delà du côté réputation de la formation, ben, qu'est-ce qu'on peut aussi regarder? Ben, c'est le contenu et les opportunités. Donc, on va pouvoir, par exemple, regarder, mais c'est quoi l'ensemble du plan de cours? Qu'est-ce que le plan de cours contient? Parce qu'on peut avoir des très longues formations, mais sur un seul sujet, étant donné que le domaine est vaste, mais on pourrait passer 3 mois à étudier que l'éthologie et il y aurait vraiment assez de matière pour le faire, mais est-ce que le plan de cours, ben, au final, est complet? Est-ce qu'il est équilibré? C'est quoi les méthodes qui sont véhiculées? Donc, c'est quoi un peu l'approche avec le chien? Donc, est-ce que ça correspond à nos valeurs? Donc, par exemple, est-ce que c'est davantage du contenu qui est axé sur la science, sur les méthodes qui sont plus à jour? Est-ce que c'est du contenu qui est davantage axé un peu sur un lien de dominance puis de soumission avec l'animal? Ben, c'est-à-dire que l'animal, il faut qu'il écoute parce qu'il est subordonné à l'homme. Peut-être qu'il y a certaines choses qui vont vous convenir ou non. On peut aussi regarder la question de la mise à jour du contenu. La formation ECP, la formation EPIC, est donnée en ligne. Pour EPIC, maintenant, on a ajouté un workshop, c'est-à-dire vraiment un coaching en direct sur place avec les étudiants, que ce soit en Europe ou au Québec. Mais autrement, l'ensemble du contenu est donné en ligne, puis on fait des mises à jour régulières sur le contenu et les mises à jour sont gratuites. Donc, c'est-à-dire que si vous avez acheté un des programmes, bien, quand on le met à jour, vous avez encore accès à la mise à jour. Si on fait des ajouts, parce que souvent, bien, je vais avoir des consultations avec différents types de cas, bien, je demande à mes clients, hey, est-ce que je peux l'ajouter à mon programme? Mais c'est ajouté au programme, donc au fil du temps. Bien, le contenu est non seulement mis à jour, mais il est aussi bonifié. On essaie d'aller faire des mentorats, des coachings, des causeries pour pouvoir justement en donner plus à nos étudiants. On va peut-être aussi pouvoir regarder l'aspect de la flexibilité au niveau du programme. C'est-à-dire en combien de temps le programme est fait, est-ce qu'on peut le faire même si on travaille en même temps, est-ce qu'on peut le faire aussi, par exemple, même si on a des disponibilités ou non la fin de semaine. Donc, par exemple, avec EPIC et avec le programme ECP, il faut être disponible les fins de semaine, étant donné que c'est là où les coachings en direct vont avoir lieu. C'est-à-dire qu'il va y avoir, oui, des cours préfilmés à regarder, mais aussi des séances en direct à faire, surtout pour venir mettre en pratique les exercices. Probablement aussi que la langue de la formation, mais ça peut être bloquant pour certaines personnes parce qu'il y a différentes formations, mais il y a aussi beaucoup de formations qui vont être offertes en anglais et qui vont être de très haute qualité. Mais si on ne parle pas anglais, à ce moment-là, ça va peut-être être plus difficile pour nous de la suivre, voire impossible. On peut aussi se demander, est-ce que c'est une formation qui est uniquement théorique ou il y a aussi un aspect pratique? Donc ça, c'est vraiment quelque chose à venir noter et à venir surligner et à rechercher lorsque vous regardez pour différentes formations d'éducateurs canins. Donc, comment on vous permet de mettre vos apprentissages en pratique, donc au niveau de l'entraînement, au niveau des exercices qui vous sont demandés, au niveau de la réflexion que vous devez faire à titre d'étudiant. Donc, est-ce qu'on fait juste vous donner
plein de modules qui sont préfilmés et après ça, ben, si vous les avez complétés, vous avez un diplôme ou bien ben, est-ce qu'on vous demande vraiment de réfléchir sur la matière puis de bien la comprendre avant de passer d'une matière à l'autre? Donc, selon moi, c'est quelque chose qui est vraiment important, mais c'est aussi qu'est-ce qui peut venir modifier le coût d'une formation. Entre autres, ben, avec ECP, avec EPIC, ben, on offre énormément de coaching, beaucoup de support individualisé. Ben, à ce moment-là, ben, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que la formation peut coûter plus cher que d'autres formations, mais au final, si on faisait juste calculer le coût à l'heure, ben, vu que beaucoup d'heures, ça revient moins cher que la majorité des formations qui ont peut-être pas autant de contenu. Mais au final, vu qu'on a énormément de coaching, vu qu'on a énormément de support individualisé, ben, ça offre vraiment une expérience qui est différente. On peut aussi se demander, ben, c'est quoi le type de cours et de contenu, donc comment c'est offert, donc est-ce que c'est synchrone ou asynchrone, c'est-à-dire ben, est-ce que c'est préenregistré ou est-ce que c'est totalement en direct? C'est quoi la communauté à laquelle ça nous permet d'avoir accès? C'est quoi le type de réseau auquel ça nous permet d'avoir accès? Et c'est quoi? Ben, le support et les ressources qu'on a en faisant cette formation-là. Donc, est-ce qu'on est tout seul dans son coin ou bien ben, on a une communauté d'autres étudiants qui le font en même temps que nous pour pouvoir échanger? Par la suite, ben, on va pouvoir se questionner sur la question des coûts, qui est vraiment une question qui est importante. Donc, pour pouvoir ben, voir si le coût d'un cours est justifié, ben, encore une fois, on va regarder l'ensemble du plan de cours parce qu'on pourrait avoir un cours, par exemple, à 300 ou 250 euros. Ben, c'est quoi exactement le plan de cours? Donc, ce n'est pas parce que ça porte le nom de formation pour éducateur canin que ça comprend exactement la même chose qu'une autre formation. On va pouvoir voir aussi c'est quoi les déductions fiscales auxquelles on est admissible. Si on habite en Europe, en France, en Belgique, en Suisse ou au Québec, on ne va peut-être pas avoir droit aux mêmes déductions. À ce moment-là, ben, il y a une question, en tout cas pour EPIC, il y a une question de cas par cas de votre situation financière, mais il y a une bonne partie qui peut être en quelque sorte déduite de vos impôts à titre de formation continue, étant donné qu'on est reconnu comme établissement de formation. Mais par contre, ce n'est pas admissible pour des prêts et bourses, par exemple. Sinon, ben, en Europe, pour EPIC ou pour le programme ECP, on ne sera pas admissible, par exemple, pour Pôle emploi ou ce type de programme-là. Par la suite, au niveau des coûts, on peut regarder la durée et l'intensité de la formation. C'est quoi les débouchés professionnels qui nous attendent par la suite? Est-ce que c'est une formation en ligne ou en personne? Si c'est une formation en personne, ben, il faut aussi calculer tout le temps de déplacement et le coût de l'essence en surplus du coût de la formation. Aussi, on va pouvoir venir calculer c'est quoi le matériel supplémentaire qu'on doit se procurer pour venir compléter le cours. Puis, si on a accès aux mises à jour et à du contenu supplémentaire. Donc, ça ici, c'est qu'est-ce qui vous permettrait d'analyser dans une formation quel est comme un peu le coût réel de la formation au final. Donc, il y a Sophie qui dit c'est dommage que je ne sois pas au Québec. Je pense que c'est quand je parlais peut-être des déductions fiscales, mais en fait, la majorité des formations, si on a une entreprise, si on est travailleur indépendant, c'est intégré dans nos dépenses à titre de travailleur indépendant, travailleur autonome ou d'entreprise. Et ça peut être déduit, mais ça, c'est particulier à la situation financière de chacun. Donc, on ne peut pas dire ça va être déduit à 100% parce que ça dépend des lois fiscales de votre pays et ça dépend aussi de votre situation financière. Par exemple, si vous n'avez rien déclaré toute l'année comme salaire, vous pourrez peut-être que vous allez pouvoir le déduire, mais vous n'avez rien à déduire, étant donné que vous n'avez rien payé en termes d'impôts. Donc, c'est quoi les petits et les grands plus des programmes certifiants d'évolution canine? C'est des enseignants experts dans leur domaine. Donc, premièrement, il n'y a pas un seul enseignant qui offre tout le cours. On est une dizaine d'enseignants pour donner le programme EPIC. On est 2 enseignants pour le volet entraînement. Pour ceux qui prennent le programme EPIC, vous avez accès au colloque francophone gratuitement suivant l'année de votre formation. Donc, je vais juste demander aux gens de fermer leur micro parce que pour l'instant, j'entends des gens parler. Donc, merci de vérifier ça de votre côté. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, c'est que vous avez accès au colloque
francophone gratuitement lors de votre première année de formation. Vous avez accès à des causeries, des mentorats, du contenu exclusif. C'est un programme qui est basé sur le concept d'amélioration. Donc, on tient à améliorer notre programme et qu'il soit bonifié au fur et à mesure des années. C'est pour ça que souvent, on va faire des sondages à l'interne pour voir qu'est-ce que les gens ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, qu'est-ce qu'ils auraient préféré, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir ajouté. Et on modifie réellement le cours en conséquence. On met beaucoup d'efforts là-dessus. On a un soutien qui est intensif, on offre beaucoup d'encadrement, de coaching personnalisé et de rétroaction, ce qui permet réellement aux gens de s'améliorer. On a une bonne communauté d'étudiants et d'enseignants. On aborde énormément de notions différentes et ce, sous le couvert de nos enseignants experts, que ce soit des vétérinaires comportementalistes, éthologues ou tout autre expert. On offre aussi, avec le programme EPIC, un workshop de 3 jours sur l'entraînement, les consultations, les cours de groupe. Vous avez accès à des consultations filmées, à des études de cas pour être en mesure d'appliquer la matière. C'est aussi un programme qui est en ligne et qui est flexible. Donc, ça vous permet de travailler en même temps que vous commencez à préparer votre haute carrière. C'est sûr qu'il faut s'investir et que pour le programme EPIC, que ça demande un 15 à 20 heures par semaine au moins pendant la première année d'investissement. Puis, on a aussi des modules complémentaires, entre autres, celui sur le lancement d'entreprise dans le cadre du programme EPIC. Et c'est du contenu qui est à jour, on l'espère, et qui est axé sur la science. Donc, pour ceux qui se posent des questions donc sur les prix, qu'est-ce que ça comprend? Donc, le programme ECP, c'est vraiment le programme pour entraîner des chiens pour débuter dans le métier. Donc, à ce moment-là, c'est 7 modules qui sont exclusivement axés sur l'entraînement et comment offrir des cours collectifs. Ça implique aussi 4, mais donc pas 3 conférences en direct avec Gaëlle et avec moi. Ça implique aussi de devoir faire des devoirs, de remettre des vidéos et par la suite, vous allez avoir de la rétroaction. Donc, probablement que vous allez devoir améliorer certaines choses. Mais c'est une bonne chose, ça veut dire que vous n'avez pas payé le cours pour rien, c'est-à-dire que vous avez des choses à corriger, vous ne savez pas tout. Donc, ça implique une 50 heures de cours sur environ 10 semaines. Encore une fois, vous avez accès à vie au programme, mais aussi aux mises à jour. Puis, il y a des crédits qui sont disponibles au niveau des modules visionnés, des vidéos transmises, des devoirs complétés, mais aussi en termes monétaires sur le programme EPIC. Donc, si vous vous dites, moi, qu'est-ce que je veux faire, c'est commencer par le programme ECP et éventuellement aller vers le programme EPIC, à ce moment-là, le montant complet de ce que vous avez payé, c'est-à-dire 1 699 $ ou plus ou moins 1 164 €. Donc, ça, c'est variable selon le taux de change en vigueur. À ce moment-là, si vous décidez de faire le programme EPIC qui commence en janvier, mais l'année prochaine, à ce moment-là, ça va vous être crédité. Vous allez aussi avoir des devoirs qui vont vous être crédités et des vidéos qui vont vous être créditées. Ça peut vous permettre en même temps de peut-être un peu plus étaler les paiements et en même temps d'étaler un peu plus vos études et de rendre le cursus, quand vous allez commencer en janvier 2025, le programme EPIC, un peu moins prenant. Donc, on est aussi reconnu par le gouvernement du Québec comme établissement de formation. On a des crédits qui sont disponibles via l'IAABC, le RQEC, le PPAB et l'ATSAC. Donc, à ce moment-là, ça vous donne des unités de formation continue. Puis finalement, qu'est-ce que c'est que le programme EPIC? C'est 27 modules. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment une formation qui est complète. Il y a plus de 15 conférences en direct avec vos enseignantes. Il y a des remises de devoirs, des remises de vidéos. Il y a des quiz à faire. Aussi, il y a des examens qui correspondent à un peu plus de matière qu'on vient mettre en même temps, comme un quiz, mais version géante et plus stressant. Vous avez accès aussi à un workshop de 3 jours offert au Québec et en Europe. Donc, il y a des gens qui se demandent souvent, si j'habite en Europe, est-ce que est-ce que je peux aussi prendre vos cours? Oui, définitivement. La seule chose qui est à penser, c'est qu'on a un décalage de 6 heures. Donc, c'est-à-dire que si on commence à 9 heures la conférence en direct au Québec, à ce moment-là, ça commence à 15 heures chez vous.
Donc, c'est probablement la seule différence. Puis sinon, ben, le workshop est offert autant au Québec qu'en Europe. Donc, il n'y a pas de. Les étudiants européens, qui sont environ 30 30 à 35 de notre clientèle, ne sont pas laissés pour compte non plus. Évidemment, ben, pour tous nos programmes, pardon, vous avez accès aux mises à jour, vous avez accès aussi au nouveau contenu qui est ajouté. Par la suite, ben, au niveau des coûts, donc au minimum, le programme coûte 8 999 donc 9 000 donc soit environ 6 160 euros. Puis, c'est payable en 1, 2 ou 6 versements. Si vous payez en un seul versement, ben, à ce moment-là, il n'y a pas de frais supplémentaires. Mais par contre, si vous payez en plusieurs versements, ben, à ce moment-là, vous devez payer des frais supplémentaires, mais ça va bien vous être indiqué dans la section coûts pour la formation. Donc, le début de la prochaine cohorte, c'est le 24 janvier 2025 et on va prendre les inscriptions jusqu'au 18 janvier 2025. Et à contrario, donc, si on regarde pour le programme ECP, ben à ce moment-là, le début de la prochaine cohorte, c'est le 7 octobre 2024. Donc, théoriquement, ben, ça vous donnerait l'opportunité de faire le programme ECP et par la suite, ben, de continuer vers le programme EPIC et d'avoir des crédits au niveau des cours, des quiz à remettre par la suite. Donc, je vais laisser Gaëlle répondre un peu aux questions dans le chat box. Puis, je vais continuer sur le reste de la formation. Puis après ça, on va pouvoir vraiment répondre à toutes vos questions. Donc, c'est quoi les premières actions à mettre en place si vous voulez devenir entraîneur canin ou intervenant en comportement canin? Bien, premièrement, il y a d'éviter peut-être certains types de parcours, d'avoir les bonnes références, de gagner de l'expérience pratique et de commencer à avoir votre réseau. Donc, c'est vraiment les choses que vous devez mettre en place si vous êtes motivé. Donc, oui, il y a de choisir une formation, mais il y a aussi plein d'autres petites choses à côté que vous pouvez mettre en place. Donc, il y a différents types de parcours. Donc, j'en ai modélisé 3 différents. Donc, il y a la petite abeille qui fait sa propre recette, c'est-à-dire qui prend des cours ici et là de différents formateurs. Puis, finalement, au bout du compte, elle arrive à avoir un certain nombre de théories, de matières, d'acquis aussi au niveau de l'entraînement. Puis, cette personne-là va offrir ses services. Souvent, selon moi, qu'est-ce qui va se passer quand on fait ça? Puis, je le sais parce que c'est aussi ce que j'ai fait, c'est qu'on a beaucoup de connaissances, mais par contre, il n'y a pas une grande cohérence dans notre pratique, c'est-à-dire qu'on sent toujours qu'il nous manque quelque chose, qu'il y a un truc qu'on ne comprend pas, on n'arrive pas à mettre tous les éléments en place dans notre tête. Puis à ce moment-là, ça crée énormément de syndrome de l'imposteur. Par la suite, on a le modèle de l'architecte méthodique, c'est-à-dire qu'on commence vraiment par les fondations, par les bases et progressivement, on met de plus en plus de matière, de théorie en place et toute la matière et la théorie est bien imbriquée une après l'autre. Puis, c'est un peu sur ce principe-là qu'on a bâti le cours ECP et bâti le cours EPIC, c'est-à-dire que on vous donne la matière au bon moment et le tout de façon cohérente pour que finalement, ça forme un tout qui est solide et que ça crée le moins de confusion possible pour vous dans le cadre de vos interventions ou de vos entraînements. Puis il y a aussi le profil de l'aveugle dans la secte. Puis ça, j'ai remarqué que c'est quelque chose qui a tendance à se produire quand on a un formateur qui va avoir tendance à être très charismatique, qui va avoir tendance à aimer énormément générer des revenus et qui n'aura pas beaucoup de tendance à se remettre en question. Donc, à ce moment-là, quand on a ces 3 éléments-là en même temps, ça crée une personne qui va avoir tendance à mettre les autres de côté s'ils n'ont pas exactement le même avis, qui ne va pas être ouvert à la discussion. Donc, ça crée un climat sectaire où, dans le cadre de la formation, si tout le monde n'est pas d'accord avec le formateur, à ce moment-là, soit il va se mettre en colère, soit il va le rejeter, ou soit le reste de la communauté d'étudiants va rejeter la personne. Donc, à ce moment-là, pourquoi il est aveugle? Parce qu'il ne s'en rend pas compte, jusqu'à temps qu'il s'en rende compte et que les dommages soient faits.
Donc ça, malheureusement, ben, c'est présent partout. Donc, c'est aussi présent dans le domaine de l'éducation canine. Donc, au niveau des bonnes références, si vous commencez dans le domaine, ben, il va y avoir l'Académie de Karen Pryor, sur laquelle vous pouvez aller chercher beaucoup de formations et d'informations. Il y a aussi l'Academy for Dog Trainers de Jean Donaldson. Il y a aussi une section blog sur laquelle vous pouvez aller chercher beaucoup de bonnes informations. Il y a aussi Denise Fendi Academy, une autre école de formation sur laquelle il y a, surtout axée sur les sports canins, sur laquelle vous pouvez aller chercher beaucoup de matière. Et finalement, il y a les sites de l'IAABC, du MFEC, qui est francophone, du RQEC, qui est francophone aussi, et du PPG, PPAB, qui sont maintenant mis ensemble, sur lesquels vous pouvez trouver beaucoup d'informations et même des formations que vous pouvez aussi acheter. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner de l'expérience pratique? On peut prendre des cours avec son propre chien. C'est vraiment la meilleure méthode pour gagner de la fluidité en entraînement et voir différentes visions, différentes façons d'enseigner, de pratiquer un sport canin, d'être stagiaire dans une école d'éducation canine, entre autres dans le cadre du programme EPIC, mais aussi ECP. On offre aux étudiants l'opportunité de faire des stages dans différentes écoles un peu partout en Europe et au Québec, qui sont des écoles partenaires dans lesquelles nos étudiants peuvent aller. On peut aussi être bénévole dans un refuge ou bien former un groupe d'entraînement pour s'entraîner entre autres entraîneurs passionnés et amis. Donc, c'est vraiment en mettant ça en place que vous allez être en mesure de créer votre réseau de passionnés et de professionnels. Donc, on arrive maintenant à la partie questions, commentaires. Donc, pour le programme ECP, donc les inscriptions, c'est dès maintenant jusqu'au 3 octobre ou à l'épuisement des places. Et pour l'inscription à EPIC, c'est dès maintenant ou jusqu'au 18 janvier 2025 ou épuisement des places disponibles. Donc, dans le contexte du cours EPIC, donc, c'est pas possible de s'inscrire maintenant. Vous pouvez nous envoyer un courriel. C'est tout simplement parce qu'on est en train de revoir le processus d'inscription pour que ça soit plus facile. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère que cette conférence vous a apporté de nouvelles perspectives sur le monde canin. N'oubliez pas de vous abonner et vous pouvez nous écrire à info@commercialdemaindemaître.ca pour toute question.